Les 30 ans de l'ARSTM riment avec excellence. La promotion du genre était au cœur de la célébration. L'Académie est devenue un acteur clé au cœur des enjeux maritimes mondiaux. Le 3 août 2011 s'ouvrait en Égypte le procès d'Hosni Moubarak. Hosni Moubarak a emporté par une révolte populaire qui avait fait 840 morts. Nous ferons un saut dans le passé et c'est dans l'éphéméride. Madame, Monsieur, bonsoir. Top départ de la 6e édition du Salon de l'orientation et c'est le 2 août prochain. Les bacheliers vont opérer leur choix des filières susceptibles de leur ouvrir les portes de l'emploi. Ce salon destiné aux bacheliers, non-bacheliers, étudiants et parents va leur permettre de trouver les informations sur les études et leurs débouchés. Honorine Anigori a rencontré quelques bacheliers et parents d'élèves. À ce salon de l'orientation au lycée classique d'Abidjan, nombreuses sont les grandes écoles représentées. Il faut ajouter à cela certains métiers de l'armée. Et c'est pour aider les participants à mieux opérer leur choix. Les jeunes qui viennent rencontrer donc des conseillers d'orientation, des psychologues qui sont sur place, avec qui ils vont échanger d'abord pour avoir une vue sur leur personnalité et sur leurs différentes performances, leurs compétences, avant de rencontrer ensuite les différents professionnels des formations qui leur présentent les filières de formation disponibles actuellement. Et après cela, ils vont donc rencontrer les professionnels des métiers qui leur parlent des métiers, comment exercer le métier et comment accéder à ces différents métiers-là. Nina Kona Afoué vient de réussir au bac A2. Elle s'intéresse au métier de la gendarmerie. On a vu le stand de la gendarmerie. On a voulu plus s'informer pour rentrer dans cette école. Un salon pour aider à mieux s'orienter, cela est bénéfique pour les futurs étudiants. J'ai eu mon bac G2, donc j'ai décidé de venir au salon de l'orientation afin de mieux m'orienter. C'est un salon qui met l'étudiant sur la voie de choisir sa filière. Donc je suis venu m'informer pour pouvoir mieux m'orienter après le bac. Nous avons rencontré des représentants de grandes écoles. Ils nous font découvrir ce qu'ils proposent comme avantage à être dans leurs établissements. C'est le cas de Rafika Kabouchi, représentante d'une université en Tunisie. On propose des formations en ingénierie, informatique, télécommunications, génie civil, génie électromécanique. Dans le cadre de la Business School, on offre 2 formations en licence informatique de gestion et une licence en gestion. Et la possibilité de poursuivre les études en master. Sylvain Kofi, du réseau des chambres des experts européens, département Afrique de l'Ouest, propose et explique comment aller fréquenter en Roumanie. Nous intervenons essentiellement dans le secteur du développement et nous mettons un accent particulier sur le soutien au secteur éducation-formation. Le choix a été porté sur l'université Bioterra de Bucarest en Roumanie. Et donc nous avons des facilités pour les étudiants, pour les aider donc à étudier à moins de coûts, mais dans une université de renom qui est aussi membre de la communauté européenne. Vous pouvez y arriver après le bac, tout comme vous pouvez aussi y arriver avec le niveau bac. Après le lycée classique d'Abidjan, c'est le lycée scientifique de Yamoussoukro qui accueille le salon de l'orientation du 9 au 10 août. Le top départ de la 6e édition du Salon de l'orientation a été donné le 2 août dernier. Et parmi ces nouveaux bacheliers que vous venez de voir dans ce reportage de Anigori, certains pourraient embrasser les métiers de la mer. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer peut être une option. Elle a été fondée par 15 pays africains. L'excellence et la promotion du genre au cœur de cette commémoration. Gros plan sur l'ARSTM qui a 30 ans. La RSTM est une entité panafricaine au service de 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont 8 sont membres du conseil d'administration. Elle est partie de la volonté du président Félix Houphouët-Boigny et de ses pairs, notamment le président Denis Sassou Nguesso, qui était là à l'époque, de ce que le personnel, les cadres et les gens de mer soient formés dans nos États. L'idée, c'était au départ que les pays africains, notamment les pays maritimes, prennent une part importante dans leur commerce maritime. La RSTM est composée de 3 établissements d'enseignement, dont 2 grandes écoles, l'école supérieure de navigation assurant la formation des officiers de la marine marchande, ainsi que celle des techniciens supérieurs en maintenance industrielle et en télécommunications. La formation que nous faisons ici est similaire aux formations qui sont réalisées dans toutes les écoles
qui se trouvent dans des pays figurant sur la whitelist de l'OMI. Justement, cette whitelist est une liste où on a dressé le nom de l'ensemble des pays qui ont les infrastructures scolaires, la gouvernance académique pour pouvoir délivrer des formations conformes aux normes imposées par les organisations internationales. La Côte d'Ivoire y figure. Et l'école supérieure des transports maritimes ouverte au personnel non navigant, à savoir les cadres moyens et supérieurs sédentaires des entreprises auxiliaires des transports maritimes. Nous faisons la formation initiale et la formation continue également. Donc ça donne le perfectionnement. Alors, pour accéder à la formation initiale, vous devez être détenteur du baccalauréat. La nouvelle école naît du besoin d'assurer efficacement la sécurité et la sûreté dans le golfe de Guinée. C'est l'Institut de sécurité maritime interrégional. Au niveau de l'ISMI, nous traitons des deux problématiques. Mais pour le moment, compte tenu des priorités des urgences, l'accent est mis beaucoup plus sur les questions de sûreté maritime, c'est-à-dire la prévention des actes de malveillance à l'encontre des activités liées à la navigation maritime. D'un effectif de 45 à 50 élèves à sa création en 1987, la RSTM est passée aujourd'hui à 700 élèves vivant au sein de l'académie. L'académie est une institution paramilitaire et la discipline est de mise. Et à cet effet, nous avons des surveillants qui sont de la Marine nationale, qui sont également avec les élèves ici 24 heures sur 24. Pour assurer la discipline au quotidien. Des élèves satisfaits de leur formation. Mon métier, c'est de conduire un navire. Et je pense que l'académie m'a donné pratiquement toutes les méthodes et toutes les aptitudes pour pouvoir conduire aujourd'hui un navire. Et je me sens apte. Si je sors d'ici, je peux exercer un peu partout. Et cela par rapport à mes performances aussi et mes compétences. Située sur une superficie de 33 hectares avec une allure imposante, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer rencontre néanmoins des difficultés. Seul notre pays, la Côte d'Ivoire, est à jour de ses contributions. Donc il y a les difficultés financières. Aujourd'hui, la demande de stage est plus forte que l'offre de stage. De telle sorte que nous avons été obligés, à notre corps défendant, d'arrêter la formation pour les navigants ivoiriens. À ce niveau. Le ministre des Transports, M. Amadou Kone, a déjà rencontré les entreprises, les armateurs pour trouver des solutions à ce problème-là. Des difficultés qui certainement seront résolues pour que la RSTM, qui se veut une entité de formation par excellence au métier de la mer, le demeure. Des enfants au groupement des sapeurs-pompiers militaires, ne vous en faites pas, ils ne vont pas à l'assaut des flammes, mais ils ne seront pas loin de ces flammes. Ils vont assister à quelques démonstrations, seront instruits aussi sur la manière de donner les premiers secours. Ces enfants sont membres de la plateforme Police Secours qui a organisé sa première journée action civile militaire. Et puis sachez que des parlementaires de la CEDEAO veulent limiter à 3 le nombre d'enfants par femme d'ici à 2030. L'objectif, faire baisser le taux de fécondité de la sous-région, évalué à plus de 5 enfants par femme en vue de promouvoir le développement et réduire la pauvreté. Tout le monde veut devenir gouverneur au Kenya. À quelques jours des élections, les candidats font tout pour convaincre leurs électeurs. 5 scrutins en un, 8 candidats à la présidentielle, 19 millions d'électeurs, 44 groupes ethniques, 41 000 bureaux de vote. Le 8 août s'annonce compliqué au Kenya. Dernière ligne droite pour Alfred Mutua, gouverneur de Machakos près de Nairobi au Kenya. En campagne pour un second mandat, le quadragénaire part à la rencontre de ses électeurs et fait le bilan de ses 4 années à la tête du comté. Doté d'un budget de 100 millions de dollars par an, le gouverneur a pu lancer de nombreux chantiers. La construction de nouvelles routes, un jardin public, la rénovation du stade, mais aussi des puits et des réservoirs d'eau. L'eau est vitale pour les habitants de Ukambani parce que nous sommes dans une région assez sèche. Et le problème n'est pas le manque d'eau, mais plutôt le manque d'infrastructures pour récolter l'eau et la distribuer. J'ai donc acheté 8 foreuses et j'ai fait creuser des puits, plus de 300, et j'en ai fait rénover 100 autres. Depuis 2013, le pouvoir au Kenya est décentralisé. Le gouvernement doit verser au minimum 15% du revenu national aux 47 différents comtés. Le changement radical, c'est que désormais les décisions sont prises à Machakos et non pas par quelqu'un à Nairobi qui ne sait même pas où on se trouve.
Les régions se transforment et le paysage politique vit lui aussi une révolution. La décentralisation a en partie déminé l'enjeu de la présidentielle du 8 août au Kenya. Le perdant peut quand même remporter un nombre significatif de comtés. La fonction de gouverneur est soudain très attractive. Nombreux sont ceux qui veulent le pouvoir et l'argent. Des dizaines de millions de dollars sont distribués chaque année aux comtés. Mais bon, si vous leur demandez, ils vous diront qu'ils veulent changer la vie des gens au niveau local. Parce que gouverneur, après la présidence, c'est le poste le plus important. Il ne reste plus que quelques jours à Alfred Mutua pour séduire ses électeurs. Le poste de gouverneur, il le voit justement comme un tremplin avant de se lancer dans la course à la présidence kenyane en 2022. Au Brésil, le président Temer, lui, a sauvé son mandat malgré sa mise en accusation pour corruption en obtenant une large majorité à la Chambre des députés pour empêcher l'ouverture d'un procès à son encontre. L'opposition avait besoin de rassembler 2/3 des votes pour pousser Temer vers la sortie, mais elle a obtenu moins de la moitié. Moins de 6 mois après la chute de son régime, Hosni Moubarak comparaissait dans un procès mémorable pour l'Égypte et le monde arabe. La première journée du procès de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak s'est ouverte le 3 août au Caire et c'était en 2011. La prochaine audience est fixée au 15 août de la même année. Thomas Gessambi nous replonge dans ce procès historique. 3 août 2011, ouverture du procès d'Hosni Moubarak, finalement ajourné au 15 août. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak et ses fils, Alaa et Gamal, accusés de s'être mis d'accord avec l'ex-ministre de l'Intérieur Habib El Adli pour le meurtre prémédité de près de 850 manifestants anti-régime et de corruption ont plaidé non coupables mercredi 3 juillet devant le tribunal pénal du Caire. Toutes ces accusations, je les nie complètement, a déclaré Hosni Moubarak à qui un micro a été tendu. Couché sur une civière dans le box des accusés, après une brève interruption d'audience, le président du tribunal, Ahmed Refat, a ajourné le procès au 15 août, ordonnant que l'ancien homme fort, malade, soit en attendant admis dans un hôpital près du Caire. Le procès de l'ex-ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, et ses 6 hauts responsables de la police, a lui été ajourné à jeudi 4 août. Le procès est diffusé en direct à la télévision publique. Devant le tribunal, des centaines de personnes, dont des familles de victimes, suivaient avec attention et en silence le procès sur écran géant. L'audience se déroule sous forte protection policière et militaire dans l'enceinte de l'école de police, dans la banlieue du Caire, pour des raisons de sécurité. Plus d'1 millier de policiers et de soldats ont été déployés pour assurer la sécurité de l'école de police. Des barbelés ont été placés devant le bâtiment. Une dizaine de bus de police anti-émeute en gardaient l'entrée. Avant l'arrivée des accusés, plusieurs dizaines de partisans de l'ancien président se sont heurtés à ses opposants. Des pierres ont été lancées de part et d'autre avant que la police n'intervienne et n'installe un cordon entre les deux camps. Plus tôt, des partisans d'Hosni Moubarak avaient manifesté en sa faveur. Un peu plus tôt dans la matinée, Hosni Moubarak a quitté à bord d'une ambulance l'hôpital Sharm el-Sheikh où il était en détention préventive depuis avril à la suite de problèmes cardiaques. Des manifestants avaient alors appelé à son exécution. Son avocat a assuré que l'ancien président souffrait d'un cancer, qu'il était dans le coma, ce que l'hôpital a démenti. L'un de ses médecins a affirmé qu'il était dans un état relativement stable, mais qu'il était faible car il refuse de s'alimenter et est très déprimé. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a une nouvelle fois démenti son implication dans le meurtre des manifestants lors du soulèvement de 2011 qui a mis fin à 30 années de pouvoir. Il s'est exprimé lors d'un ultime procès qui s'est ouvert jeudi. Fin de ce journal, portez-vous bien.